Imaginez un monstre technologique de 2 millions de dollars englouti par la boue. Les dépanneuses les plus massives du pays s'y cassent les dents, humiliées. L'ingénierie moderne a totalement échoué et la paralysie s'installe. C'est alors qu'un modeste fermier de 72 ans s'avance avec une machine rouillée datant de 1942. Un engin minuscule face au colosse. Les experts de la ville éclatent de rire devant ce qu'ils appellent une antiquité. Mais ce que ce vieil homme s'apprête à accomplir va faire taire les moqueries, défier toute logique mathématique et vous couper le souffle. Écoutez bien la suite. Avant de découvrir comment l'expérience de toute une vie a triomphé de l'arrogance moderne, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. Si vous appréciez ces récits authentiques où la sagesse d'antan reprend ses droits, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est votre soutien qui permet à ces mémoires de traverser le temps. C'était un mercredi matin, sous le ciel lourd et gris d'octobre 2018, dans les vastes plaines du comté de Carroll, en Iowa. Le paysage semblait figé, presque peint à grands traits mélancoliques, baigné dans l'atmosphère paisible d'une époque révolue, lorsque le plus grand convoi que cette contrée ait jamais vu fit son apparition. Ce n'était pas un simple camion, mais un véritable monstre d'acier, une merveille d'ingénierie moderne conçue pour transporter l'impossible. Sur son dos reposait une gigantesque pale d'éolienne, une lame immaculée de fibres de verre et de carbone s'étirant sur plus de 50 mètres de long. Contre la grisaille de l'aube, cette cargaison d'une valeur de 2 millions de dollars étincelait avec une perfection presque arrogante. Elle était destinée à un parc éolien en construction à une cinquantaine de kilomètres de là, promesse d'un futur radieux et technologique, glissant silencieusement à travers les champs endormis. Tout avait été calculé avec la précision clinique qui caractérise notre époque. L'itinéraire initial était le fruit de 6 mois de travail acharné. Les ingénieurs avaient anticipé chaque courbe de rayon, chaque inclinaison de pente, tandis que les géomètres s'étaient assurés que le géant passerait sous chaque pont sans la moindre égratignure. La compagnie de transport avait même financé l'élargissement de 3 intersections distinctes pour accueillir l'envergure démesurée de la pale. L'homme, avec ses ordinateurs et ses certitudes, pensait avoir maîtrisé le voyage de bout en bout. Pourtant, le destin a cette fâcheuse habitude de se moquer de nos plans les plus parfaits. 2 jours avant le grand départ, une inspection de routine sur l'autoroute principale, la Highway 30, avait révélé une fissure inquiétante sur la poutre de soutien d'un pont. La fermeture fut immédiate, brutale, et laissa les transporteurs face à un dilemme troublant. Repousser la livraison de 3 longues semaines ou trouver un itinéraire de contournement. Poussés par l'urgence économique, ils choisirent la déviation. C'est ainsi que ce colosse de technologie se retrouva à emprunter la route départementale 44, une modeste voie de campagne habituellement réservée aux tracteurs et aux habitants de la région. Sur le papier, tout semblait en ordre. Les ingénieurs du comté avaient donné leur accord, le poids limite avait été vérifié et des éclaireurs avaient inspecté le bitume. Mais les machines ne lisent pas le ciel et les ordinateurs ignorent l'humeur de la terre. Pendant 3 jours consécutifs, une pluie d'automne persistante et silencieuse s'était abattue sur la région. L'eau s'était infiltrée profondément dans le sol, saturant la terre meuble sous les accotements de la route, ce qui, à l'œil nu, ressemblait encore à un bord de route herbeux, solide et accueillant. S'était discrètement transformé en un piège sournois, une véritable mer de boue dissimulée sous une fine croûte d'air trompeuse. L'inévitable se produisit près de la ferme de la famille Hubert. Pour négocier une courbe particulièrement serrée, le chauffeur n'eut d'autre choix que de déporter légèrement son immense attelage, laissant les roues extérieures mordre l'accotement. À cet instant précis, la terre céda. Il n'y eut pas de grand fracas, juste le bruit sourd et inexorable de l'acier s'enfonçant dans la fange. Les roues gigantesques ne trouvèrent aucune résistance, happés par la boue jusqu'aux essieux. Le convoi tout entier, avec sa pale étincelante et ses millions de dollars de technologie embarquée, s'immobilisa net. La perfection de l'ingénierie moderne venait d'être vaincue en une fraction de seconde par la force brute, ancienne et imprévisible d'un sol gorgé d'eau. La nature venait de reprendre ses droits, et le cauchemar ne faisait que commencer. Dans la cabine perchée au-dessus de ce désastre naissant, Tom Kowalski retint son souffle. Tom n'était pas un novice effrayant au premier obstacle. 22 années passées sur les routes d'Amérique lui avaient forgé une expérience de fer. Il avait manœuvré des convois hors normes à travers les cols montagneux les plus escarpés, bravé la chaleur écrasante des déserts et franchi des rivières gelées sans jamais égratigner sa précieuse cargaison. Alors, lorsque la sensation glaçante des roues s'enfonçant dans le sol remonta le long de sa colonne vertébrale, il fit exactement ce que des décennies de métier lui avaient enseigné. Il stoppa immédiatement le mastodonte, engagea la vitesse la plus basse et tenta de faire ramper le monstre vers l'asphalte solide, avec la patience et la douceur d'un horloger. Mais la terre détrompée n'avait que faire de son expertise.
Le moteur rugit de toute sa puissance, les immenses pneus tailladèrent la fange, et la machine ne fit que patiner, recrachant de lourdes gerbes de boue noirâtre. Derrière lui, l'immense lame d'éolienne, longue de 50 mètres, se mit à tanguer doucement, comme le balancier d'une horloge annonçant le début d'une longue épreuve. Une tentative en marche arrière ne fit qu'aggraver la situation, creusant le tombeau du colosse de quelques centimètres supplémentaires. L'évidence le frappa, il était devenu prisonnier de ce paysage d'automne. Dès lors, un inexorable effet domino se mit en branle, transformant un simple incident technique en une véritable paralysie humaine. Pour comprendre l'ampleur du drame qui se jouait, il faut saisir ce que représentait ce modeste ruban d'asphalte. La route départementale 44 n'était pas un simple trait sur une carte. C'était l'artère vitale, l'unique voie pavée reliant la petite bourgade de Liderdal au chef-lieu du comté de Carroll. Bien sûr, il existait des chemins de gravier serpentant à travers les exploitations agricoles, mais s'y aventurer signifiait transformer un trajet d'un quart d'heure en une expédition hasardeuse de près d'1 heure. Pour les 2000 âmes vivant au rythme lent des moissons dans cette vallée isolée, cette route coupée marquait l'arrêt soudain de toute fluidité. Des deux côtés de l'obstacle infranchissable, l'anxiété commençait à tisser sa toile. Les phares s'accumulaient dans la grisaille matinale, créant une procession fantomatique et silencieuse de véhicules piégés. Très vite, la routine quotidienne se disloqua, heurtant de plein fouet l'immobilité du géant d'acier. Une conductrice de bus scolaire, bloquée dans la file grandissante, dut se résoudre à appeler sa direction, la voix tremblante, incapable d'achever sa tournée. Les repas chauds destinés aux enfants de l'école primaire ne parvinrent jamais à destination. Plus grave encore, la pharmacie de la ville voisine se trouva dans l'impossibilité d'acheminer les médicaments vitaux vers la maison de retraite locale. Les camions de pompiers volontaires, garants de la sécurité des fermes isolées, étaient désormais inutiles pour la moitié du territoire. L'absurdité de cette modernité défaillante atteignit son paroxysme lorsqu'une jeune femme, saisie par les douleurs de l'accouchement, dut abandonner le confort rassurant de son véhicule. Elle fut contrainte de traverser un champ de soja détrompé, secouée à l'arrière du quad d'un voisin providentiel, pour rejoindre une ambulance contrainte de l'attendre de l'autre côté de ce mur d'impuissance. Au fil des heures, le sentiment de claustrophobie étouffa doucement la contrée. À 9 heures, la file de voitures s'était étirée à perte de vue. Les automobilistes, d'abord agacés, finirent par quitter l'habitacle de leur véhicule pour venir contempler, mi-fascinés, mi-révoltés, l'origine de leur captivité. Ils photographiaient cette absurdité monumentale, cette technologie de pointe censée capturer le vent, incapable de s'arracher à un tas de terre mouillée. À 11 heures, le désarroi silencieux des habitants fut brisé par le balai incessant des hélicoptères et l'arrivée précipitée des équipes de télévision venues de la grande ville. Les caméras se braquèrent sur la baie blessée, diffusant en direct l'image d'une communauté entière prise en otage. Le monde moderne regardait, impuissant, son propre reflet embourbé, et le camion, lourd de tous ces millions, n'avait toujours pas bougé d'un centimètre. C'est au milieu de ce chaos immobile, vers 9h30, qu'arriva l'homme censé tout résoudre. Une camionnette d'entreprise rutilante, flanquée du logo de la société de transport, se gara non loin de la zone de crise. Rick Brennan en descendit avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais eu à affronter la terre de leurs propres mains. À 45 ans, en tant que superviseur logistique régional, son métier consistait à s'assurer que les problèmes disparaissent aussi vite qu'ils apparaissaient, en s'appuyant aveuglément sur des manuels de procédure et des tableurs millimétrés. Son apparence détonnait cruellement avec la brutalité rurale de la scène. Par-dessus une chemise impeccable, il portait un gilet de sécurité orange vif, un casque de chantier hâtivement attrapé sur le siège arrière, et surtout des bottes en cuir immaculé qui coûtaient très certainement plus cher que la meilleure paire de chaussures de travail d'un fermier des environs. Rick n'était pas venu pour se salir, ni pour comprendre la terre. Il était venu pour donner des ordres. Il incarnait à la perfection l'arrogance d'une modernité persuadée que tout obstacle peut être pulvérisé avec suffisamment de budget et de puissance mécanique. Il n'était d'ailleurs pas venu seul. Dans son sillage, l'asphalte trembla à l'approche de sa véritable cavalerie. 2 dépanneuses poids lourds, d'imposants monstres d'acier envoyés par une entreprise de récupération de la métropole, firent leur apparition théâtrale. Ce n'étaient pas de simples remorqueuses de garage. Chacune de ces bêtes mécaniques pesait 40 tonnes et arborait fièrement des treuils massifs capables de tracter 50 tonnes de charge morte. Elles étaient expressément taillées pour les désastres spectaculaires, conçues pour redresser des autobus renversés ou extirper des semi-remorques broyés au fond des ravins les plus abrupts. Leur moteur diesel grondait avec une autorité sourde, crachant de lourdes volutes de fumée qui semblaient être des promesses de force brute et de domination technologique absolue. Pour Rick, la situation n'était rien de plus qu'une banale équation mathématique.
Le camion embourbé représentait un poids X, ces gigantesques dépanneuses représentaient une force de traction Y, et puisqu'Y dépassait largement X, l'incident était pour ainsi dire déjà clos. L'idée même que la nature puisse posséder ses propres lois, des lois anciennes, invisibles et terriblement têtues, ne l'effleurait pas un seul instant. Sûr de lui, le porte-bloc fermement coincé sous le bras, Rick s'approcha du shérif adjoint qui tentait, tant bien que mal, de canaliser la frustration montante de la foule et des automobilistes pris au piège. Il jeta un regard presque distrait au colosse couché dans son lit de fange, évalua la scène avec le cynisme clinique d'un homme pressé par ses supérieurs, et prononça une phrase qui allait résonner longtemps avec amertume dans les mémoires de tous ceux qui l'entendirent. Avec un sourire empreint d'une certitude inébranlable, il déclara qu'il ne lui faudrait que 2 petites heures pour balayer ce contretemps. Il affirma, avec un aplomb frôlant l'indécence, que le mastodonte serait arraché de là et fermement reposé sur l'asphalte bien avant l'heure du déjeuner. C'était une promesse jetée avec l'hubris d'un général sous-estimant tragiquement son champ de bataille. Face à cette terre sombre de l'Oa, une terre qui avait déjà englouti la sueur, les espoirs et parfois les larmes de tant de générations, cette confiance aveugle sonnait comme une insulte. Quiconque observait attentivement la boue épaisse, cette matière primordiale qui semblait presque respirer en resserrant son étreinte visqueuse autour des pneus du camion, pouvait ressentir un profond frisson d'anticipation. L'ingénierie moderne s'apprêtait à frapper de toutes ses forces, mais la terre, silencieuse et patiente, attendait simplement l'impact, prête à donner à cet homme si sûr de lui une magistrale et inoubliable leçon d'humilité. 6 heures s'étaient écoulées depuis l'audacieuse promesse du matin. Le soleil, invisible derrière un linceul de nuages bas, entamait déjà sa longue descente, mais sur la route 44, le temps semblait s'être figé dans l'échec. La première dépanneuse, un monstre d'acier de 40 tonnes, s'était positionnée fermement sur le bitume encore humide, juste devant la bête blessée. Les stabilisateurs hydrauliques s'étaient enfoncés avec force, sans cran pour le tirage. Le câble du treuil, épais comme le poignet d'un homme, fut déroulé et accroché au châssis du camion embourbé. L'opérateur engagea le mécanisme. Le câble se tendit soudainement, vibrant comme la corde d'un instrument titanesque. Le rugissement assourdissant du moteur diesel déchira le silence de la campagne, crachant sa puissance brute. Mais le convoi ne tressaillit pas. Ce qui se produisit alors défia l'entendement de ceux qui ne jurent que par les chiffres. Ce fut la dépanneuse, malgré ses ancrages et son poids colossal, qui commença à glisser inexorablement vers l'arrière, traînée sur l'asphalte glissant par la force têtue et invisible de la boue qui refusait de lâcher sa proie. Le visage fermé, refusant de s'avouer vaincu par ce qu'il considérait comme une anomalie mathématique, Rick Brennan ordonna le déploiement de son second Léviathan. Les 2 dépanneuses furent alignées côte à côte, formant un mur de métal grondant, prêts à combiner leur puissance de traction herculéenne. À un signal donné, les 2 treuils s'engagèrent de concert. La tension était telle que l'air semblait crépiter autour des câbles d'acier. Le camion prisonnier laissa échapper un gémissement métallique troublant, avança peut-être de 15 misérables centimètres, puis le désastre s'aggrava. Sous l'effort colossal, les énormes pneus du convoi agonièrent dans la fange, transformant la terre saturée en une soupe encore plus liquide. Avec un bruit de succion écœurant, le convoi tout entier s'enfonça de 10 centimètres supplémentaires dans son propre tombeau. « Arrêtez !» hurla Rick, la voix brisée par une panique naissante. Il ne faisait que creuser la tombe du géant. Une tentative désespérée de tracter le mastodonte par l'arrière se solda par la même amère humiliation. Les roues des dépanneuses tournèrent à vide sur la chaussée mouillée, brûlant de la gomme sans générer la moindre parcelle d'adhérence. La stratégie méthodique laissa alors place à un désespoir frénétique. L'équipe technique déballa de lourds tapis de traction en caoutchouc, spécialement conçus pour offrir une prise aux pneus dans les conditions les plus extrêmes. Ils furent glissés sous les essieux, mais la boue les avala goulûment, les engloutissant sans laisser de traces, comme de simples galets jetés dans un lac sans fond. Armés de pelles, des hommes descendirent dans la tranchée visqueuse, luttant désespérément pour briser l'effet de ventouses autour des roues. Ce fut un combat perdu d'avance contre les éléments. À mesure qu'ils rejetaient la terre glaiseuse et lourde, l'eau souterraine s'infiltrait pour combler le vide. Ils creusèrent à 1 mètre, puis 1,5 mètres, fouillant les entrailles de la route, mais il n'y avait plus la moindre trace de terre ferme. Le sol n'était plus qu'un abîme mouvant. À 15 heures, l'air s'était chargé de l'odeur âcre du gazole mal brûlé et de l'humiliation. L'illusion d'une victoire facile avant le déjeuner n'était plus qu'un souvenir cruel. Rick Brennan se tenait au bord du gouffre, ses luxueuses bottes désormais encroûtées d'une boue noire et tenace. Il observait, pétrifié, le spectacle de sa propre déchéance. Il ne voyait plus seulement un camion enlisé, il voyait sa carrière sombrer lentement avec lui. L'hémorragie financière devenait vertigineuse.
Au-delà du retard de la précieuse turbine, il y avait les menaces d'amende du comté pour l'obstruction prolongée d'une voie publique et cette paralysie en cascade des autres transporteurs bloqués en amont. Pire encore, les objectifs implacables des caméras de télévision enregistraient chaque seconde de cette débâcle pour les journaux du soir. La fierté de l'ingénierie moderne s'était fracassée contre un simple talus de l'Iowa. Il n'y avait plus de plan de secours, plus d'astuces dans les manuels. Face au bourbier victorieux, la technologie capitulait dans un silence lourd et résigné. Pendant que le tumulte métallique et les cris de frustration résonnaient sur l'asphalte mouillé, un tout autre monde observait la scène dans un silence monacal, juste de l'autre côté de la clôture de barbelés. Ce monde appartenait à Clarence Hubert. À 72 ans, cet homme au visage profondément buriné par des décennies d'hiver rigoureux semblait tout droit sorti des pages d'un vieux livre de contes. Sa ferme, qui s'étalait sur près d'une centaine d'hectares, possédait ces grâces intemporelles des choses faites pour durer. Les bâtiments de bois patinés par les éléments se fondaient dans le paysage comme s'ils avaient été délicatement peints avec les teintes douces, presque nostalgiques, d'une aquarelle historique. Depuis la fenêtre embuée de sa cuisine, une simple tasse de café fumant à la main, Clarence avait assisté aux premières lueurs du jour au naufrage de ce géant d'acier. Il avait esquissé un sourire triste, secouant la tête face à l'insondable folie de précipiter une telle merveille technologique sur des chemins de terre que la pluie avait métamorphosés. Puis, il était simplement sorti accomplir ses tâches quotidiennes, laissant le monde moderne se débattre. Pour véritablement comprendre le flegme inébranlable de cet homme, il faut plonger dans les racines de son histoire. Son grand-père avait vu le fruit de toute une vie de labeur englouti par les banques lors des heures les plus sombres de la Grande Dépression. De cette tragédie familiale, les Hubert avaient tiré un commandement gravé dans le marbre de leur existence. Ne jamais s'endetter, ne jamais dépendre du caprice des autres, et ne jamais accorder une confiance aveugle aux éphémères périodes de prospérité. Clarence respirait selon cet évangile de la terre. Il conduisait paisiblement une camionnette de 15 ans, dont le moteur ronronnait à la perfection, car il en connaissait chaque boulon. Là où ses voisins s'étranglaient de crédit pour acquérir des moissonneuses bourrées de capteurs électroniques, il y opérait avec un équipement jugé obsolète. Mais ces vieilles machines étaient honnêtes. Elles fonctionnaient et il savait comment les soigner. Lorsque le cours impitoyable des céréales s'effondrait et que les fermes environnantes mettaient la clé sous la porte, le sanctuaire de Clarence restait debout. Il ne possédait pas la richesse de la ville, mais le luxe le plus rare de notre époque, une liberté totale. Tout au long de cette absurde journée, le vieux fermier avait regardé le spectacle depuis son pré. Il avait vu les dépanneuses modernes rugir en vain et la foule frustrée s'amasser. Pourtant, Clarence était resté impassible de son côté de la barrière. La sagesse lui dictait que les problèmes des autres ne devaient pas troubler sa paix. Il avait des bêtes à nourrir et le temps n'attendait pas. Mais l'isolement, même le plus farouche, a ses limites. Alors que les ombres de fin d'après-midi commençaient à s'allonger sur les champs, dessinant de longs traits sombres dignes d'une gravure au fusain, la crise franchit la frontière de sa tranquillité. Ce fut d'abord un coup de téléphone inquiet. Sa fille, Sarah, était coincée du côté de Carole, incapable de rentrer chez elle. Ensuite, ce fut le rendez-vous très attendu de son petit-fils chez le dentiste, brutalement annulé. Le coup de grâce tomba avec la nouvelle que le vétérinaire, appelé en urgence pour examiner un veau malade, était lui aussi tenu en respect par cette ridicule muraille de boue. La paralysie ne touchait plus de lointains inconnus, elle s'immisçait sous son toit. L'horloge de la cuisine égrenait 15h30. Le rythme lent et méditatif de sa journée venait de se briser. Clarence posa son regard bleu délavé sur la vieille remise couverte de lierre. Il déposa sa tasse, ajusta le col de sa veste en toile épaisse et enfonça sa casquette sur sa tête. L'on n'était plus à l'observation philosophique. D'un pas mesuré, il marcha vers le fond de la cour, prêt à tirer de son long sommeil un véritable fantôme d'acier. Clarence poussa la lourde porte de bois délavé de la remise, dont les gonds gémirent doucement dans le silence de la ferme. À l'intérieur, l'air était imprégné d'un parfum familier et réconfortant, un mélange de foin sec, de vieille graisse figée et de terre humide. La lumière de fin d'après-midi, filtrant à travers les planches disjointes, baignait l'espace d'une lueur dorée et poussiéreuse. Sous cet éclairage rasant, la scène ressemblait à s'y méprendre à l'une de ces anciennes illustrations à l'aquarelle que l'on trouve dans les livres d'histoire du XIXe siècle, avec ses teintes chaudes, ses ombres étirées et sa beauté profondément rustique. Au centre de ce sanctuaire immobile, telle une créature mythologique endormie, trônait l'héritage le plus précieux de la famille Hubert, un Caterpillar des 4 de l'année 1942. La peinture jaune vive d'origine de l'engin avait depuis longtemps abdiqué face au temps, cédant la place à une magnifique patine couleur rouille, ocre et terre de sienne. Ce n'était pas la rouille de l'abandon, mais celle de l'expérience, celle qui donne au métal l'aspect noble d'un dessin tracé à la main et patiné par les décennies. Cette machine,
plus vieille que presque tous les habitants du comté, n'avait pas été conçue pour labourer paisiblement des champs de maïs. Elle avait été forgée dans les flammes et l'urgence de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde basculait dans le chaos, les usines américaines tournaient à plein régime pour construire des monstres de ce genre, des titans d'acier capables de niveler des pistes d'atterrissage dans l'enfer vers des îles du Pacifique, de déblayer les gravats fumants des villes européennes dévastées ou de tracter l'artillerie lourde hors des pires bourbiers imaginables. Le D4 était un tracteur à chenilles doté d'un centre de gravité extrêmement bas, pensé pour ne jamais basculer, et d'un couple moteur titanesque capable de tirer le double de son propre poids sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse. En 1946, alors que la paix s'installait enfin, William Hubert, le père de Clarence, avait fait le voyage jusqu'à une vente aux enchères de surplus militaires à Fort Dodds. Pour la modique somme de $400, il avait ramené cette bête de guerre sur ses terres. Pendant un demi-siècle, le Caterpillar n'avait reculé devant rien. Il avait arraché des souches massives que même les plus forts chevaux de trait refusaient de braver. Il avait secouru des moissonneuses englouties par les pluies torrentielles et sauvé le camion de céréales d'un voisin pris au piège des crues printanières. La machine ignorait les concepts de douceur ou de confort. Elle ne connaissait qu'une seule vérité: avancer, s'agripper, étirer, peu importe l'obstacle. Clarence n'avait pas eu besoin de solliciter la force herculéenne du D4 depuis 3 longues années. Pourtant, son équipement moderne suffisant amplement aux tâches courantes, il n'avait jamais négligé le vieil ancêtre. Chaque mois, mu par un profond respect filial, il venait vérifier les niveaux, graisser les engrenages et faire tourner le moteur pour que l'huile continue de baigner son cœur de fer. Le vieux fermier s'approcha lentement, glissa sa main calleuse sur l'acier froid du capot et s'hissa avec une souplesse étonnante pour son âge sur le siège spartiate. Il était temps. Face à l'impuissance criante des dépanneuses modernes qui s'humiliaient sur la route, la résurrection du gardien du temps s'imposait. Clarence ajusta sa position, prit une grande inspiration et pressa fermement le démarreur. Le silence sacré de la remise vola en éclats. Au début, il n'y eut qu'une plainte mécanique, un râle profond et rugueux, le son d'un titan de fer raclant le fond de sa mémoire séculaire pour épuiser sa force originelle. Puis, avec une violente secousse qui fit vibrer la grange entière, le vieux moteur diesel toussa. Un nuage épais de fumée noire et opaque jaillit du pot d'échappement vertical, s'élevant vers les poutres apparentes. Le moteur cracha, hésita une fraction de seconde, avant de se caler soudainement sur un rythme majestueux. Ce n'était pas le gémissement suraigu et nerveux des moteurs informatisés qui s'époumonaient sur l'asphalte, mais un battement lent, régulier, caverneux, le son d'une patience infinie et d'une puissance brute, sourde, inébranlable. Le héros oublié venait de s'éveiller, prêt à quitter son cadre d'aquarelle sépia pour livrer, sous les yeux du monde moderne, son ultime et plus grande bataille. L'arrivée du Caterpillar D4 sur les lieux du désastre marqua le commencement d'une confrontation que ce bout de campagne n'était pas prêt d'oublier. Ce fut d'abord un son, un vacarme que personne dans cette foule engourdie par l'attente n'avait jamais entendu. Un rythme métallique, lourd, âpre et grinçant, le fracas archaïque de l'acier martelant le gravier. C'était la rumeur sourde et implacable de chenilles conçues pour éventrer la boue et conquérir des zones de guerre, dévorant maintenant l'asphalte d'une paisible route départementale. Les têtes se tournèrent d'un seul mouvement. Les lourds objectifs des caméras de télévision pivotèrent brusquement, délaissant le géant embourbé pour chercher la source de ce tapage anachronique. Des murmures d'incompréhension et de stupeur parcoururent les rangs des automobilistes prisonniers. Clarence fit avancer sa machine jusqu'à la lisière de la zone bloquée, s'arrêtant exactement là où Rick Brennan se tenait, son sempiternel porte-bloc à la main, flanqué de ces immenses dépanneuses d'une inutilité affligeante. Le contraste visuel était saisissant, d'une brutalité presque cruelle. D'un côté, le summum de l'ingénierie contemporaine, un convoi de 200 tonnes, d'une blancheur arrogante, entouré de remorqueuses colossales au chrome rutilant et aux gyrophares menaçants. De l'autre, un minuscule tracteur trapu dont la peinture jaune d'origine s'était depuis longtemps fondue en une teinte sableuse et ocre, incrustée de plaques de rouille semblables à de vieilles cicatrices de bataille. Enveloppé dans son propre nuage de fumée noire, l'engin semblait s'être échappé des pages d'un livre d'histoire poussiéreux ou des tréfonds d'une casse automobile. Rick dévisagea longuement la petite machine crachotante, puis posa un regard incrédule sur le vieil homme qui la conduisait. Avec l'exaspération mal contenue d'un homme qui venait de gaspiller 8 heures de sa vie dans la fange, il lança d'un ton sec qu'il pouvait l'aider. Clarence coupa le contact. Le silence soudain qui s'abattit sur la scène fut lourd de sens. Le fermier descendit calmement de son siège de fer forgé et répondit d'une voix posée, sans une once de provocation, que c'était plutôt l'inverse. C'était lui qui pouvait l'aider à sortir ce camion de là. Rick plissa les yeux, interloqué, demandant comment il comptait s'y prendre. Le superviseur logistique dévisagea Clarence de la tête aux pieds.
Il observa sa vieille veste en toile élimée, ses bottes de cuir crotté, son visage de 72 ans profondément raviné par les vents glaciaux de l'Iowa. Puis, son regard glissa à nouveau vers le tracteur antique, un engin qui faisait à peine le quart de la taille de sa plus petite dépanneuse. Et là, Rick Brennan éclata de rire. Ce n'était ni un rire poli, ni un rire de connivence. C'était une cascade de moqueries, nourrie par l'épuisement, la frustration et la certitude hautaine d'avoir affaire à un vieillard qui n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Pour quiconque observait la scène, l'indignation était palpable. La foule ressentait ce mépris cinglant, cette condescendance de l'homme de la ville face à la dignité silencieuse de la terre. Pointant un doigt théâtral vers le monstre embourbé, Rick demanda en hoquetant s'il comptait vraiment le sortir avec ça. Clarence hocha simplement la tête. Rick, la voix chargée de sarcasme, lui rappela que le convoi pesait plus de 200 tonnes et lui demanda le poids de son petit jouet. 7 tonnes et demie, corrigea doucement le patriarche. Rick secoua la tête, son rire se muant en un ricanement mauvais. Il lui rappela que ces dépanneuses pesaient 40 tonnes chacune et qu'ensemble, elles n'avaient pas fait bouger le mastodonte d'un cheveu. Il lui demanda alors ce qui le poussait à croire, une seule seconde, que son jouet de musée ferait mieux. Le patriarche ne se laissa nullement démonter par cette cascade de sarcasme. Son visage demeura d'une placidité absolue, taillé dans la même roche silencieuse qui pavait les fondations de sa grange. Il regarda le colosse de métal blanc lisé, puis ramena ses yeux clairs, délavés par les années, sur l'homme de la ville. D'une voix d'un calme olympien, dénué de la moindre arrogance, il livra une vérité aussi vieille que la mécanique elle-même. Les roues tournent sur la chaussée mouillée, expliqua-t-il, elles poussent contre le vide et patinent sans fin. Ces chenilles, en revanche, ne patinent jamais. Elles s'agrippent, elles mordent la terre, elles répartissent le poids. Chaque centimètre d'acier qui touche le sol tire avec une force aveugle et constante. C'était une leçon d'une simplicité désarmante, la physique implacable de la sagesse paysanne opposée aux fiches techniques informatisées. Autour d'eux, la route était bloquée depuis près de 8 heures. Les enfants attendaient, les urgences étaient suspendues, et la grue géante promise par la compagnie depuis Omaha ne pointerait pas le bout de sa flèche avant le lendemain matin. Rick Brennan, acculé par l'absence cruelle d'alternative et sentant le regard inquisiteur de la foule et des caméras peser lourdement sur ses épaules, finit par céder. D'un geste las, balayant l'air avec un cynisme amer, il l'invita à accrocher son antique machine, s'attendant avec une certitude absolue à assister à un échec cuisant qui justifierait enfin sa propre incompétence. Clarence ne daigna pas répondre à cette ultime provocation. Il tourna simplement les talons, ses bottes s'enfonçant avec assurance dans la gadoue, et se dirigea vers l'arrière de son tracteur. Là, suspendue au timon, reposait une lourde bobine de chêne. Cette pièce d'équipement méritait à elle seule le respect que l'on doit aux reliques héroïques. Forgée en 1944 à partir du même acier trompé que celui utilisé pour les ancres des navires de combat et les blindages de chars, elle possédait des maillons épais comme le pouce d'un homme de forte carrure, certifiés pour supporter une tension de 80 tonnes. Son père l'avait acquise en même temps que le Caterpillar au surplus de l'armée. Depuis plus de 7 décennies, cette chaîne n'avait jamais failli. Elle avait arraché des sous-centenaires, sorti des moissonneuses de ravins inondés et même sauvé un chauffeur de camion pris au piège d'un blizzard mortel. Elle n'avait jamais rompu, jamais ployé, traversant les époques avec la même intégrité inaltérable que la famille qui en prenait soin. Clarence en huilait scrupuleusement chaque maillon, perpétuant un rituel de préservation que le monde jetable avait depuis longtemps oublié. Il déroula l'imposant serpent d'acier avec une lenteur cérémonieuse, le laissant traîner dans la fange noire. S'approchant du géant blessé, le vieil homme commença à lire le sol meuble comme d'autres lisent un livre ouvert. Chaque pas était calculé, sondant la résistance de la terre, ressentant la profondeur du bourbier sous la semelle de ses bottes avec un instinct organique hérité de ses aïeux. Il écarta d'emblée l'essieu avant et les attaches de la remorque, trop fragile pour un tel effort, pour fixer finalement son attention sur une lourde traverse d'acier derrière la cabine. Il y enroula la chaîne, sécurisa l'attelage avec une manille massive et tira de tout son poids pour tester la prise. C'était solide. Une tension insoutenable descendit alors sur l'assemblée. Les rires moqueurs s'étaient tus, remplacés par un silence de cathédrale, lourd et électrique. Le vent froid de l'Iowa sembla lui-même retenir son souffle. Dans cette atmosphère figée, chargée d'une anticipation presque douloureuse, 70 ans d'expérience inestimable et tout le poids du passé se retrouvaient soudainement concentrés dans ce seul et unique lien d'acier sombre, prêt à défier l'impossible. Clarence s'installa aux commandes avec la solennité d'un capitaine reprenant la barre de son navire. Le moteur diesel du Caterpillar des 4 se stabilisa sur un ralenti régulier, une pulsation grave qui résonnait jusque dans la poitrine des spectateurs.
Une épaisse fumée noire s'éleva du pot d'échappement, marquant le rythme cardiaque de la machine. D'un geste fluide et précis, un geste répété 1000 fois dans sa jeunesse, le vieux fermier engagea la vitesse. Les larges chenilles d'acier commencèrent à mordre l'asphalte avec une lenteur majestueuse. Les crampons de métal griffèrent la route, faisant avancer le tracteur centimètre par centimètre. Derrière lui, la lourde chaîne forgée en 1944 s'éleva lentement du sol, maillon après maillon, se débarrassant de la boue qui l'engluait, jusqu'à se tendre parfaitement dans les airs entre l'ancêtre et le monstre contemporain. Soudain, le son du moteur changea radicalement. Il devint plus profond, plus rauque, presque douloureux. Le Caterpillar ne cherchait pas la vitesse, il canalisait chaque once de son énergie fossile dans une force de traction pure et dévastatrice. Les chenilles tournaient toujours, s'agrippant frénétiquement à la chaussée, mais le tracteur n'avançait plus. Toute sa puissance se déversait dans cette ligne de vie d'acier. Le camion de 200 tonnes gémit. Son châssis ultramoderne craqua sous des contraintes physiques qu'aucun ingénieur n'avait modélisées sur ordinateur. La gigantesque pale d'éolienne, immaculée et silencieuse, oscilla légèrement sur ses supports. Puis, le temps sembla s'arrêter. Pendant de longues et interminables secondes, il y eut un flottement insoutenable. Rien ne bougea. Le monde entier parut retenir son souffle, suspendu à l'effort de ce petit engin patiné par le temps, véritable tache d'aquarelle rouillée du temps contre un océan de boue noire. Et puis, le miracle se produisit. Il ne s'annonça pas par un fracas, mais par un son mou, presque organique, le bruit sourd et visqueux d'une succion qui se brise. La terre glaiseuse, qui retenait sa proie depuis plus de 8 heures avec une obstination diabolique, venait de céder. Le camion avança. Pas d'un mètre, non, de 3 misérables centimètres. Mais il avança. Les immenses roues avant, ensevelies dans leur tombeau liquide, commençaient à s'arracher à la fange, ruisselant d'une boue sombre et épaisse. Clarence ne modifia rien à son allure. Son visage restait impénétrable, les mains fermement posées sur les leviers. Il maintint un régime moteur parfaitement constant. Les chenilles continuèrent leur rotation hypnotique, ignorant le patinage, ignorant la défaite, appliquant une force égale, têtue et inébranlable. La chaîne vibrait et bourdonnait sous une tension terrifiante, mais elle tint bon. 10 centimètres, 30 centimètres, le mastodonte s'extirpait lentement de son piège, émergeant des profondeurs comme un monstre marin vaincu par un vieux pêcheur. Dans la foule agglutinée derrière les cordons de sécurité, un premier cri de stupeur s'éleva, puis d'autres voix se joignirent à la sienne. Les caméras de télévision, d'abord sceptiques, zoomèrent frénétiquement sur cette scène invraisemblable. 1 mètre, 2 mètres, le tracteur de 7 tonnes, archaïque et méprisé, traînait le colosse de 200 tonnes à la vitesse d'un homme marchant au pas. Rick Brennan, le superviseur logistique, se tenait figé sur le bas-côté, le visage vidé de toute couleur. Son arrogance était évaporée, remplacée par un choc viscéral. Les roues arrière du camion franchirent enfin le rebord du cratère de boue, retrouvant la dureté rassurante de la chaussée. Clarence ne s'arrêta pas à la lisière du danger. Avec la prudence de ceux qui connaissent la traîtrise de la terre, il continua de tracter l'immense convoi sur une bonne trentaine de mètres supplémentaires, jusqu'à ce qu'il soit totalement hors de portée de l'accotement détrempé. Ce n'est qu'alors qu'il réduisit les gaz, serra le frein et laissa le vieux moteur retomber à son ralenti paisible. La route était libérée. Une explosion de joie indescriptible balaya la campagne. La frustration accumulée tout au long de la journée vola en éclats pour laisser place à une allégresse pure et cathartique. Les gens applaudissaient à tout rompre, certains se mettaient à courir vers le vieux fermier en scandant son prénom. Dans ce tumulte triomphal, une jeune femme éclata en sanglots. Elle pleurait de soulagement, réalisant qu'elle allait enfin pouvoir serrer ses enfants dans ses bras après des heures d'angoisse. Il y avait des larmes aux yeux de beaucoup d'hommes et de femmes ce jour-là. Ce n'était pas seulement la fin d'un embouteillage cauchemardesque. C'était la validation bouleversante d'une époque, d'un savoir-faire ancestral et d'un équipement que le monde croyait obsolète, prouvant avec une éclatante majesté que l'expérience et le respect des éléments valent souvent bien plus que toutes les certitudes de la modernité. Tandis que la clameur de la foule résonnait encore dans l'air froid de l'Iowa, Clarence Hubert se laissa glisser du siège en fer forgé de son vieux Caterpillar. Il ignorait les vivas, les applaudissements et l'agitation frénétique des caméras. Pour cet homme de la terre, il n'y avait là ni miracle ni exploit méritant d'être célébré. Il s'agissait simplement d'une tâche accomplie, d'un problème résolu avec l'outil adéquat. Avec des gestes lents et mesurés, reproduisant fidèlement les mouvements que son père lui avait enseignés un demi-siècle plus tôt, il s'approcha de l'attelage. Il détacha la lourde manille, libéra la chaîne incassable de 1944 et la leva soigneusement, maillon par maillon, avant de la suspendre à nouveau au timon de son engin patiné.
Il tapota doucement le capot rouillé, tel un cavalier remerciant sa monture après une rue traversée, et se prépara à rentrer chez lui, prêt à reprendre le cours paisible de sa journée. C'est alors que Rick Brennan s'avança pour lui barrer la route. L'homme qui se tenait désormais face au patriarche n'avait plus rien du superviseur logistique suffisant arrivé le matin même. Toute son arrogance citadine s'était évaporée, dissoute dans cette boue noire qu'il avait tant méprisée. Son visage n'était plus qu'une carte ouverte affichant un mélange de choc, d'incompréhension et d'union profonde. Il tenait toujours son porte-bloc à la main, mais l'objet pendait inutilement le long de sa jambe, relique dérisoire d'une technologie qui venait de prouver ses limites. D'une voix presque inaudible, vidée de toute certitude, Rick posa la seule question qui hantait son esprit cartésien. Comment une chose pareille était-elle possible? Comment cette tonne de ferraille antique avait-elle pu dompter ce que 80 tonnes d'ingénierie moderne n'avaient même pas fait vaciller? Clarence le regarda avec une bienveillance inattendue. Il n'y avait chez lui aucun triomphalisme. Il lui expliqua de sa voix posée que le secret ne résidait pas dans la brutalité du moteur, mais dans l'humilité de l'accroche. Il lui rappela que les dépanneuses rutilantes avaient déployé une puissance faramineuse, mais qu'elles avaient gaspillé en faisant patiner leurs roues sur l'asphalte humide. Presque toute leur force était envolée en bruit, en épaisse fumée et en spectacle stérile. Le vieux tracteur, lui, n'avait pas cherché à impressionner. Il s'était ancré. Il n'avait pas cherché à soulever le fardeau, il avait simplement brisé la succion de la fange en appliquant une force continue, répartie équitablement par ses chenilles d'acier. Il ne s'agissait pas de puissance brute, mais de force appliquée avec constance et une infinie patience. Rick resta silencieux un long moment, absorbant cette vérité fondamentale qui balayait des années de formation académique. Puis, baissant les yeux, il prononça les mots les plus difficiles de sa carrière. Il avoua avoir ri de lui. Il reconnut l'avoir traité de grand-père, avoir qualifié sa machine de jouet de musée et avoir été intimement persuadé que ce vieux fermier ignorait tout de la situation. Avec une sincérité bouleversante, l'homme de la ville admit simplement qu'il avait eu tort. Clarence hocha lentement la tête, accueillant cet aveu avec un immense respect. Il lui répondit qu'il n'avait pas eu tort de douter, car les manuels d'ingénierie et les simulateurs informatiques ne pouvaient enseigner ce que des décennies de labeur gravaient dans l'instinct d'un homme. Le fermier posa un regard tendre sur son tracteur au reflet d'aquarelle ocre. Il expliqua que les équipements modernes étaient conçus pour être sûrs, bourrés de capteurs électroniques qui protègent la machine de ses propres limites. Dès que l'effort devient trop intense, l'ordinateur ordonne l'arrêt. Mais cette vieille bête d'acier de 1942, elle, ignorait comment abandonner. Elle n'avait aucun capteur pour lui murmurer de renoncer. Elle tirait, inlassablement, jusqu'à ce que la tâche soit accomplie ou que l'acier se brise. Et ce jour-là, rien ne s'était brisé. Ce fut un instant de grâce absolue, une transmission intergénérationnelle suspendue dans le crépuscule naissant. L'ancien monde ne venait pas d'humilier le nouveau. Il venait de lui tendre la main, lui rappelant avec une infinie douceur que certaines sagesses survivent à toutes les époques. Dans les semaines qui suivirent cet exploit retentissant, le monde moderne tenta vainement de s'approprier le miracle. La vidéo du sauvetage fit le tour du pays, transformant du jour au lendemain ce modeste fermier de l'Iowa en une icône nationale. Les chaînes d'information en continu dépêchèrent leurs journalistes, avides de gros titres croustillants sur l'homme qui avait humilié la technologie à $1 million. Mais Clarence Hubert n'avait que faire de cette gloire éphémère. Fidèle à ses principes forgés dans la discrétion de la terre, il refermait poliment mais fermement sa porte au nez des caméras, préférant le silence majestueux de ses champs aux lumières artificielles des plateaux de télévision. Pourtant, il fit une exception notable. Chaque samedi matin, alors que la rosée perlait encore sur les herbes hautes comme sur une délicate aquarelle matinale, il accueillait Rick Brennan. L'ancien cadre arrogant s'était métamorphosé en un élève assidu. Durant des mois, dans l'intimité de la vieille grange, Clarence lui transmit les secrets oubliés de la traction, l'art subtil de lire les cicatrices du sol et la philosophie inébranlable de la patience face aux éléments capricieux. Fort de ce savoir ancestral, Rick retourna dans les bureaux aseptisés de sa compagnie pour plaider la cause des machines à chenilles. Face au scepticisme moqueur de ses supérieurs, obsédé par la rentabilité immédiate et l'esthétique des équipements neufs, il prit la décision qui changea sa vie. Il démissionna. S'inspirant de la sagesse de son mentor, il fonda sa propre société de dépannage extrême, spécialisée dans les situations désespérées où les roues modernes ne trouvaient plus d'adhérence. Son arme secrète, une flotte d'anciens tracteurs à chenilles, des engins patinés par le temps qu'il avait sauvés de la ferraille, raillés par ses concurrents jusqu'au jour inévitable où il dut faire appel à ses services pour sortir de l'impasse. Rick avait compris que la véritable force ne résidait pas dans la brillance du chrome, mais dans la pertinence de l'outil. Pendant ce temps, les saisons continuèrent de peindre la ferme des Hubert de leurs teintes changeantes, jusqu'à ce que le crépuscule de la vie rattrape finalement le vieux patriarche.
En 2023, trahi par un cœur fatigué, Clarence dut se résoudre à abandonner le métier qu'il exerçait depuis plus d'un demi-siècle. Il dispersa ses équipements agricoles modernes, mais refusa catégoriquement de se séparer de son Caterpillar de 1942. Ce n'était plus une simple machine, c'était un membre de la famille, un témoin d'acier ayant traversé les tempêtes et les joies de plusieurs générations. Sentant ses forces décliner, il fit venir son petit-fils, Daniel, un jeune homme de 32 ans menant une brillante carrière dans l'informatique à Des Moines. Devant l'engin assoupi, Clarence lui transmit la lourde responsabilité de cet héritage. Daniel, désemparé, avoua vivre en appartement et ignorer toute la mécanique lourde. Avec cette douceur mélancolique propre aux adieux, son grand-père le rassura. Il lui expliqua que la machine était douée d'une patience infinie. Elle avait attendu depuis 1946 et pouvait bien attendre encore un peu. La seule consigne, stricte et non négociable, était de la garder prête, car un jour, quelqu'un aurait inévitablement besoin de ce qu'elle seule savait faire. Lorsque Clarence s'éteignit paisiblement dans son sommeil au début de l'année 2025, une page vibrante de l'histoire du comté se tourna. Lors de ses funérailles, Rick Brennan déclara en larmes que cet homme lui avait appris en 3 mois ce que 20 ans d'industrie n'avaient su lui enseigner. Le tracteur, lui, quitta la ferme familiale pour rejoindre le fond d'une grange chez les parents de Daniel. Il fut confié aux bons soins d'un mécanicien à la retraite qui, une fois par mois, venait réveiller son cœur diesel. Dans la pénombre de ce nouvel abri, drapé de silence et d'une fine pellicule de poussière, le colosse rouillant entama une nouvelle veille. Il reposait là, trait d'union majestueux entre le passé et l'avenir, gardant intact le savoir d'un homme qui refusait de mourir tout à fait. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Clarence Hubert avait rejoint la terre qu'il avait tant aimée. L'automne 2025 s'était installé sur le comté de Carroll, peignant les plaines avec ses mêmes teintes mélancoliques et cuivrées, dignes d'une vieille toile de maître qui avait servi de décor au miracle 7 ans plus tôt. Et comme si le destin possédait un sens aigu de l'ironie, l'histoire balbutia. Sur cette même route départementale 44, au creux de cette courbe perfide près de l'ancienne ferme des Hubert, la terre gorgée de pluie s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce fut une immense niveleuse de construction qui tomba dans le piège. Une machine différente, une entreprise différente, mais la même fange implacable, le même embourbement absolu. Les entreprises de remorquage de toute la région furent appelées à la rescousse. Face à la profondeur du bourbier et au poids colossal de l'engin, toutes déclaraient forfait. Les treuils modernes étaient impuissants. C'est alors que la mémoire collective de la vallée se réveilla. Un contremaître désespéré contacta le journal local, qui finit par retrouver la trace de Daniel, le petit-fils, dans ses bureaux informatiques de Des Moines. Le jeune homme reçut l'appel avec un mélange d'effroi et de respect. Il possédait bien la machine de son grand-père, fidèlement entretenue, mais il lui manquait cruellement cette connexion viscérale avec la terre, cette intuition forgée par l'expérience. Sans hésiter, il composa le numéro que Rick Brennan avait laissé tant d'années auparavant. Dès le lendemain matin, l'ancien cadre urbain, devenu maître dans l'art de la traction extrême, gara son propre véhicule à chenilles sur les lieux. Mais Rick n'était pas venu pour accomplir le sauvetage lui-même. Il posa la main sur l'épaule de Daniel et lui murmura que cet héritage, cette terre et cette légende appartenaient à sa famille. Il allait le guider pas à pas, mais c'était au sang des Hubert de reprendre les commandes. Daniel se hissa sur le siège de fer forgé. Sous les instructions précises et bienveillantes de Rick, reproduisant avec une fidélité troublante les gestes de Clarence, le miracle opéra de nouveau. 12 minutes. Il ne fallut que 12 minutes au vieux Caterpillar de 1942, vibrant de toute sa puissance séculaire, pour arracher la niveleuse de sa prison de boue. Lorsque le vacarme du moteur s'apaisa, Daniel resta longuement assis sur ce siège usé par les décennies. En caressant le métal froid, il comprit soudain l'immensité de ce que son aïeul avait préservé. Clarence n'était pas mort. Son âme, sa sagesse et sa patience vivaient à travers les rouages de cette machine, à travers les leçons enseignées à Rick, et désormais à travers les propres mains de son petit-fils. Le savoir véritable ne s'éteint jamais avec ceux qui le portent. Il se transmet, silencieux et indestructible, comme cette vieille chaîne d'acier forgé pour la guerre. Le Caterpillar des 4 repose aujourd'hui de nouveau dans la pénombre de sa grange, la chaîne huilée, le moteur prêt. Il prouve, à une époque obsédée par l'éphémère, que l'obsolescence n'est qu'une illusion pour ceux qui ont oublié le sens du mot durable. Certaines histoires transcendent le temps pour nous rappeler la valeur inestimable de nos racines et de l'expérience de nos aînés. Si cette ode à la sagesse d'antan, à la patience et au travail bien fait a résonné en vous, prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Aimez cette vidéo pour honorer la mémoire des hommes comme Clarence. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits.
et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, savent que les véritables leçons du passé sont les piliers de notre avenir. Merci de votre écoute et à très bientôt.